Morgane Poggioli, au lendemain de la victoire du Front populaire, le 3 mai 1936, et avant même la formation du gouvernement issu des élections législatives, des centaines de grèves ont éclaté dans le pays. Pour quelles raisons, à votre avis ? Alors les raisons, elles sont multiples, hein. Il y a plusieurs facteurs. Alors les premières grèves qui sont déclenchées au mois de mai 1936, elles sont au départ déclenchées suite à des licenciements d'ouvriers qui avaient fait grève le 1er mai, donc entre les deux tours des législatives, et qui ont été licenciés à leur retour du travail donc le 2 mai. Donc les premières grèves, elles sont déclenchées pour des raisons, on va dire, purement syndicales, en tout cas en termes de liberté syndicale. Et elles vont en réalité faire tache d'huile, puisque sur des critères au départ très locaux, hein, sur des licenciements, et en plus la plupart du temps c'était des responsables syndicaux, hein, qui en l'occurrence avaient été licenciés, vont se greffer des revendications salariales, de conventions collectives, et puis après les premiers succès de ces grèves qui vont d'ailleurs être des grèves avec occupation, alors soit par accident, soit par volonté, on pourra peut-être en reparler par la suite. C'est nouveau ça quand même. Ah ça c'est parfaitement nouveau, mais peut-être qu'on en reparlera après plus précisément. Donc suite à ces premières grèves victorieuses en l'occurrence, qui ont permis à la fois la réintégration des licenciés et souvent des augmentations de salaire, d'actes grévistes, de gestes grévistes va être repris d'abord en région parisienne et dans la métallurgie surtout, et puis va faire tache d'huile, c'est-à-dire de la métallurgie parisienne ça va s'étendre aux autres corporations, en particulier la chimie, etc. Et puis ensuite ça va partir de Paris en direction de la province. Mais cette deuxième vague de grève, là elle va faire suite à la victoire du Front populaire, et là ces grèves vont être déclenchées non plus pour des raisons de licenciement d'ouvriers, mais pour demander en réalité l'application du programme du Front populaire pour lesquels la majorité de ces ouvriers avaient voté justement. Peut-on dire donc que ces grèves, avec souvent occupation d'usines, ont accompagné la politique du Front populaire ? Alors elles ont fait plus que les accompagner, en fait elles les ont accélérées. C'est-à-dire que ce mouvement de grève donc, qui va toucher pour le mois de juin 12 000 grèves, donc plus de 9 000 avec occupation, vont créer en fait un rapport de force et mettre une pression à la fois évidemment sur le patronat, mais également de fait sur le gouvernement, et va obliger en quelque sorte à mettre en place cette première grande réunion interprofessionnelle qui est à l'issue desquelles ces négociations vont donner lieu aux accords Matignon, et donc elles vont accélérer le processus. C'est pas un accompagnement, je dirais que c'est véritablement le moteur de l'adoption extrêmement rapide du programme du Front populaire, puisque en moins d'un mois, quasiment l'essentiel des grandes réformes du Front populaire vont être adoptées entre début juin et fin juillet. Fin de l'été, quoi, en gros. Alors, les congés payés, vous l'avez évoqué, font partie de ces conquêtes un peu emblématiques du Front populaire, avec la semaine de 40 heures et l'établissement des conventions collectives. Pourtant, ces congés payés ne faisaient pas partie des revendications, enfin, d'une part, moins des revendications, en tous les cas pas du programme du Front populaire. Être payé sans produire un travail à l'époque, c'était si utopique que ça ? C'était véritablement, pour beaucoup de Français, totalement surréaliste, véritablement. On a des témoignages qui ont été recueillis. Moi, il y en a un que j'ai encore en mémoire, et qui disait travailler sans être payé, je savais ce que c'était, parce que ça arrivait aussi. Mais alors, ne pas travailler et être payé, c'était pour moi totalement inconcevable. Il y a vraiment cette idée d'une réforme à la fois inattendue, mais surtout qui paraissait totalement impossible. D'autant que, effectivement, les congés payés ne font pas partie du programme du Front populaire. Par contre, les congés payés font partie du programme de la CGT. Enfin, plus exactement, du plan de rénovation économique de la CGT, au même titre d'ailleurs que les 40 heures. Dans le programme du Front populaire, il y a une ligne qui est réduction du temps de travail sans diminution de salaire.
Mais il n'est absolument pas notifié que cette diminution du temps de travail, c'est la réduction en réalité d'une journée, puisque à l'époque c'était 48 heures par semaine, hein, c'est-à-dire en fait 6 jours sur 7. Et au final, cette réduction va passer effectivement donc de 48 heures à 40. Mais là encore une nouvelle fois, dans le même programme de la CGT adopté en mars 1936, on a cette revendication de la semaine de 40 heures. Donc là, aussi bien sur les congés payés que sur la semaine de 40 heures, ce sont effectivement deux dispositions qui ne sont pas dans le programme du Front populaire, mais qui étaient revendiquées par la CGT dans son programme propre, même si elle avait également adopté le programme du Rassemblement populaire. Et quelle a été l'attitude du patronat? Parce que ça a dû être un choc pour les chefs d'entreprise. Le premier choc pour le patronat, c'est moins les revendications que déjà les grèves. C'est-à-dire que au moment du déclenchement de la grève, enfin des grèves plus exactement, et surtout à partir de sa généralisation, le patronat est, je pense qu'on peut utiliser le terme de paniqué. Il est totalement paniqué. En plus, voilà, il a une sorte de fantasme, de crainte, c'est la révolution bolchevique, etc. Donc lui, ce qu'il veut, c'est trouver une solution pour stopper ces grèves. Et c'est d'ailleurs pourquoi c'est le patronat qui va voir le gouvernement de Léon Blum, qui vient de se constituer, pour lui demander de trouver une solution. Ce à quoi le gouvernement répond, dit « Je suis disposé à tenter de trouver une solution, mais à mon avis, il n'y aura pas d'autre moyen que de passer par la négociation. » Et c'est pourquoi il convoque la CGT pour savoir si elle est disposée à négocier avec le patronat. Évidemment, la CGT accepte, et c'est là que va être, dans ce cadre-là, que vont débuter les négociations des accords Matignon, avec, pour faire vite, comme ligne directrice, c'est-à-dire que le patronat va accepter toutes les revendications portées par la CGT dans l'espoir justement de permettre l'arrêt des grèves, en disant avec tout ce qu'on vous a accordé, maintenant il faut que vous appeliez à l'arrêt de la grève. Et je crois que c'est Frachon qui lui répond on garantit rien. Le patronat dit mais attendez, depuis quand la classe ouvrière a obtenu tant d'amélioration? Et je crois que c'est toujours Frachon qui lui répond et vous, depuis quand avez-vous vu un mouvement de grève de cette ampleur? La mer, quand elle avance, on peut essayer de la bloquer, mais il faut du temps pour que la marée recule. Et donc la CGT, une fois obtenu les accords Matignon, tentera de canaliser le mouvement, mais les grèves ne vont évidemment pas s'arrêter du jour au lendemain. Et même mieux, la signature de l'accord Matignon va déclencher une autre vague de grève, en particulier dans les petites entreprises de province, où les patrons vont dire qu'ils ne peuvent pas appliquer ces réformes. Et de là va commencer une troisième série de grèves, où les ouvriers vont se mettre en grève justement pour que soient appliquées, y compris dans les petites entreprises, les réformes, enfin les améliorations qui avaient été obtenues dans le cadre de l'accord Matignon. Mais pour faire vite, voilà, le patronat accepte tout dans l'optique d'obtenir la fin du mouvement. À votre avis, quelles ont été les conséquences, les effets de ces congés payés, à la fois à l'époque, compte tenu que ce fut quand même une sacrée surprise, et ensuite dans la durée, historiquement? Alors, il est difficile de dissocier, dans le cadre de cette question, la question des congés payés et celle de la semaine de 40 heures. Parce qu'en fait, les deux participent à ce qu'on pourrait appeler, et ce que des historiens ont appelé la révolution culturelle du temps libre. C'est-à-dire que ça va profondément marquer la société française, ça va apporter un nouveau rythme de vie. Donc c'est pour ça qu'on parle de révolution culturelle. C'est-à-dire que la conception du temps libre était d'ailleurs une conception totalement nouvelle. L'exemple que j'ai cité tout à l'heure montre bien que, voilà, ne rien faire en tout cas, ne pas travailler plus exactement, parce que même la CGT ne concevait pas le temps libre comme un temps oisif, mais un temps destiné soit à la culture, au sport, en tout cas à l'épanouissement personnel. Donc c'est une véritable révolution culturelle parce que on a à la fois les 15 jours de congés payés, mais on a aussi la naissance du week-end.
avec la semaine de 40 heures, ça libère le samedi et ça laisse 2 jours de libre. Donc c'est la naissance du week-end. Et c'est pourquoi on peut parler de révolution culturelle, parce que ça va totalement bouleverser la conception même de la vie quotidienne, ou en tout cas hebdomadaire, avec ces 2 jours de repos qui vont donner naissance, alors là je repars sur le plus long terme, au tourisme de masse. On parle beaucoup des premiers congés payés de 36, on parle beaucoup des billets à tarif réduit que Léo Lagrange a imposé aux compagnies ferroviaires qui n'étaient pas encore nationalisées à l'été 36. C'est environ 1,5 million, par exemple, en termes de voyageurs SNCF, 1,5 million de billets. Donc c'est énorme, et pour beaucoup de Français, c'était la première fois qu'ils voyaient la mer ou la montagne. Mais 500 000 voyageurs, on rentre pas encore dans ce qu'on pourrait appeler le tourisme de masse. Mais ces réformes de 36, qui vont être, au fur et à mesure de la deuxième moitié du XXe siècle, reprises, en particulier pour les congés. On voit bien qu'on passe de 15 jours, ensuite 3 semaines, 4 semaines, aujourd'hui on en est à 5. On est dans ce qu'on pourrait appeler je ne sais pas si on peut dire le sens de l'histoire, mais en tout cas une construction qui va justement vers l'élargissement, en tout cas l'agrandissement de ce temps libre, et qui aujourd'hui marque véritablement une grande partie des Français pour qui les vacances c'est devenu quelque chose de sacré. Et même avec la crise économique, on voit bien que les Français préfèrent renier tout au long de l'année sur certaines choses. Alors, tant que c'est encore possible, il y en a qui ne partent plus du tout, mais renier sur les 50 semaines du reste de l'année pour pouvoir garder 15 jours ou ne serait-ce qu'une semaine, mais pour pouvoir partir. On a véritablement une société du temps libre qui se met en place. Alors, ça se construit encore une fois sur le long terme, mais qui prend naissance en 36 avec les congés payés, mais on ne peut pas le dissocier de la semaine de 40 heures et donc de la naissance du week-end. Voilà, qui va permettre à beaucoup de Français de pratiquer le sport, d'aller effectivement en vacances pour les premiers congés payés, voir la mer ou plus souvent d'ailleurs c'était plutôt la campagne ou la famille, mais voilà, des choses qu'ils n'avaient pas l'habitude de faire, en tout cas pas de manière récurrente. On peut dire que c'est une conquête sociale qui a produit un nouveau secteur économique qui est parmi les plus importants aujourd'hui dans le pays. Alors ça, c'est parfaitement vrai. Et ça déjà à l'époque. Mais à l'époque, le mouvement s'appuie beaucoup, par exemple, sur les auberges de jeunesse, qui existent toujours, mais qui sont moins puissantes qu'elles ne l'ont été dans les années 30. Mais c'est vrai que ça va permettre le développement de tout un secteur économique, sachant qu'en plus les ouvriers ne vont pas, entre guillemets, créer leur lieu de vacances. Ils vont là où les autres allaient, donc en l'occurrence ceux qui avaient le plus d'argent. Donc c'est la Côte d'Azur, c'est le développement des campings, parce que eux, les ouvriers de 36, prenaient plutôt la tente qu'une chambre d'hôtel. Mais effectivement, ça va participer au développement des lieux classiques du tourisme, c'est-à-dire la Côte d'Azur ou la Bretagne, et voire la côte atlantique, qui va voir effectivement une explosion du nombre de ses clients.